Plus de 300 personnes découvertes dans les cabines des étudiants à l'université d'Abomey-Calavi qui n'ont rien à voir avec les études et la vie universitaire. Du chanvre indien et même des armes, nous a-t-on soufflé dans les cabines. Eh bien, c'est ce qui a été trouvé à l'occasion de la descente de la police républicaine dans les parages. On en débat ce matin avec les acteurs. Ce sera donc le sujet de nos discussions avec déjà Franck Aounou, Eric Guédénon et puis notre invité Alexis Rouillot, lui qui est président de transition de l'UNSEB. L'UNSEB, c'est l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Vous avez vu la chaise de William Cliquant à vide. Il sera au téléphone pour justement participer à ce débat. La chaise, monsieur, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue sur le plateau. C'est quand même curieux, hein? Je suis pressé de savoir ce qui s'est passé. J'ai envie d'adresser directement ma première question à notre invité, mais je vais prendre le temps de patienter. Commencer par Eric. Eric, c'est quand même curieux qu'on trouve ces éléments étranges, je dois dire, dans les environs des habitations des étudiants. Vraiment étrange. On se pose la question si nous sommes toujours à l'université, qui est censée être un cadre, un espace où on vient apprendre, on vient prendre des connaissances. Je pense que c'est une réalité qui nous amène à davantage réfléchir sur ce cadre universitaire qui non seulement est le plus grand cadre universitaire du Bénin. Cela mérite véritablement qu'on y accorde beaucoup d'intérêt sur la question de la sécurité, mais également sur le profil des personnes qui viennent sur le campus. Oui. Est-ce que nous avons toujours véritablement affaire à des étudiants? Je pense que nous avons la réponse dans la problématique de ce matin. C'est non. Franck? Allez, moi je pense qu'on l'avait déjà dit sur ce plateau, hein, la question de la sécurité ou de ceux-là qui tiennent aujourd'hui le titre d'étudiant. Je crois qu'il faut régler ça définitivement parce qu'il est inadmissible que l'espace qui est réservé pour les étudiants, pour leur permettre d'apprendre, que d'autres personnes viennent les occuper. Je pense qu'il y a de quoi s'interroger parce que justement, on ne maîtrise pas, on ne peut pas confirmer, disons, la moralité de ces personnes-là. Si ces personnes-là en viennent à pénétrer le campus aussi facilement, ça veut dire que du jour au lendemain, excusez de peu, des djihadistes aussi peuvent rentrer et venir faire leur sale Ils ont jeu. passé beaucoup de temps là. Il y a des enfants qui sont nés là, qui ont eu 7 ans. Ça veut dire que c'est pas aujourd'hui. Ils sont rentrés sur le campus. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui et cela voudra dire qu'on ne contrôle pas le flux de personnes qui entrent, qui sortent du campus. Il y a vraiment de quoi faire. Je ne sais pas si c'est un recensement qu'il faut faire à l'intérieur du campus pour identifier qui est étudiant, qui est personne étrangère. Alors, William Cliquant, on parle justement de ces découvertes insolites faites sur le campus d'Abomey-Calavi. Vous êtes surpris, vous? Bonjour Tanguy, bonjour à tous, bonjour également au plateau. Surpris non, pas tellement. Nous savons que depuis la nuit des temps, l'université est certes au lieu du savoir, temple du savoir, qu'il y a toujours eu de ces intrus, de ces, je ne dirais pas brebis galeuses, mais de ces personnes qui, ma foi, ne sont pas, non plus la qualité d'étudiants ou n'ont jamais eu la qualité d'étudiants, qui traînent dans certains milieux de l'université, notamment pour des raisons de recherche d'abri, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État a tout fait de laisser certaines infrastructures soit inachevées ou soit dans des états délabrés, de sorte à permettre à certaines personnes de pouvoir s'y réfugier, de disquatter par moment. Il y a également la paupérisation galopante des étudiants qui favorise le fait que lorsqu'on n'a aucun moyen de subsistance, lorsqu'à Abomey-Calavi environ, on n'a aucun parent, qu'on vient de très loin de tout tournant. Est-ce qu'on est bien obligé, William, de faire des études supérieures quand on n'a aucun parent à Cotonou et qu'on n'en a pas les moyens? Absolument. La chose était possible il y a de cela quelques années. Et les modèles que ces jeunes d'aujourd'hui suivent sont ceux-là qui ont bravé vents et marées sans aucun soutien
étudiants pour faire les études universitaires. Mais dommage, c'était à une époque où les allocations universitaires étaient destinées à un nombre plus important parce qu'il y avait moins d'étudiants. C'était à une époque où la cherté de la vie n'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était à une époque où l'inflation et le coût des études universitaires n'étaient pas la même chose. Aujourd'hui, les réalités ont changé et pour entrer à l'université, il faut avoir le minimum. Ce que les gens n'ont pas encore compris. Et donc, on croit que l'aventure d'il y a 30, 20 ans, qui marchait pour bon nombre de gens à Abomey-Calavi, peut encore être le cas. Ce qui fait qu'ils se désillusionnent après 1-2 années, des échecs parfois ravalés ou répétés, et donc ils sont contraints soit de squatter ou de retourner au village. Et quand on n'a pas envie de retourner au village, on se laisse aller à tout, surtout lorsque en matière d'éducation on a encore quelques failles, et ces brèches-là sont exploitées par les vices qui environnent l'université, et on se voit en train d'y élire domicile pendant longtemps. Oui, mais quand on se retrouve, Eric, face aux conditions difficiles sur le campus, ben on ne se livre pas à la consommation. Absolument. Encore que moi, je pense que c'est un problème qu'il faut écarter véritablement de ce dont nous parlons. Par principe, nous savons que nous avons affaire à un site universitaire où des étudiants viennent pour étudier. Ok. Et si vous êtes étudiant et que vous avez une vie d'homme, bon, avec ses contraintes et ses difficultés, cela, vous gérez ça de votre côté. Il ne faut pas transformer le campus universitaire en un cadre où on reçoit de la famille, où on héberge des amis, des proches qui n'ont absolument rien à voir avec l'université. Les problèmes dont William évoque, bon, écoutez, nous avons tous été étudiants, nous avons également des jeunes frères qui sont là et qui ont les mêmes problèmes. On ne va pas trouver d'excuses à ça. Si pour apporter une solution à chaque étudiant qui se retrouve en difficulté, et que la solution est de se retrouver sur le campus avec des proches et puis tout ça, on ne va pas s'en sortir. Aussi pour la consommation de tout ça, je pense que on me dira certainement que ce n'est pas nouveau, cet état de choses. Ah oui, c'est un QG de consommation de chanvre indien. On pose la question tout à l'heure. On me dira que ce n'est pas. On me dira que ce n'est pas. Mais c'est vrai, il faut faire peut-être le procès après. Ah oui. L'autre facteur favorisant que moi je voudrais ajouter, c'est la façon dont le campus, l'université est occupé. Moi, je pense que quand on fait un peu la cartographie, en termes d'occupation d'espace, il y a à dire. Quand vous circulez, en termes d'organisation, quand on veut peut-être décider de construire, quand vous circulez sur le campus, vous avez le sentiment que, ouais, on a trouvé peut-être des espaces libres quelque part et puis on commence par construire. Oui. C'est bien beau de dire les étudiants, ils ne sont pas responsables, ils ne peuvent pas consommer des chambres indiennes là-bas, mais il faut regarder aussi du côté des autorités qui peuvent être dans une maison où un enfant né, il fait 7 ans, ils ne sont pas informés. Et on dirait que vous lisiez dans mes pensées. Moi, je pense que ce sont les autorités qui sont entièrement responsables. Parce que la gestion des infrastructures, on dit que la nature a horreur du vide. S'il y a des infrastructures là qui ne sont pas occupées normalement par les étudiants qui devraient les occuper, eh bien, d'autres personnes, vous voyez comment Cotonou est débordé. Abomey-Calavi, la commune d'Ottawa aujourd'hui aussi, est débordée. Et donc, les gens doivent chercher des moyens pour s'abriter. Et lorsque vous allez 1 ou 2 fois voir peut-être un ami au campus et vous voyez qu'il y a une loge là qui n'est pas occupée, vous êtes tenté. Et lorsqu'on n'a pas d'abri, on est traversé par toutes les idées. Donc moi je pense que aujourd'hui il faudrait que le recteur et son équipe puissent mettre en place un comité qui doit faire le point. D'ailleurs, il y a le centre des œuvres universitaires qui gère tout ce qui est infrastructure, les résidences. Il faut nous faire un état des lieux et savoir qui est dedans, qui l'occupe et qui ne doit pas l'occuper. Alors justement, dans ce studio et à cette table de discussion, nous avons Alexis Soroyo qui est président de transition de l'UNSEM. Monsieur le Président, bonjour à nouveau. Moi, je me suis tendu. Surprenant qu'on découvre tout cela à l'université. Pourtant, les étudiants, et comme vous d'ailleurs, vous battez à montrer un beau visage. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vous remercie beaucoup. Et le vendredi dernier, la police a fait éruption sur le campus. Je n'étais pas là. J'étais dans la salle d'attente au niveau du rectorat parce que nous avons une audience avec le recteur à 7 h.
quand j'attendais des tirs. Des tirs, hein? Oui, donc je suis sorti. Et c'est de là que les commissaires disaient pas d'entrée, pas de sortie. C'est un bâtiment inachevé. Donc, ils ont dit que les étudiants qui habitent doivent dégager. Vous, en tant que responsable étudiant, vous n'êtes pas informé de leur présence là? Vous savez que c'est un bâtiment inhabitable et pourtant, ils y sont depuis et ça ne vous a pas dérangé? Oui, nous sommes informés, mais il faut aussi comprendre que la majorité des étudiants qui sont là sont des étudiants issus des couches défavorisées. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont plus étudiants, mais qui sont dedans. Mais il y a aussi des étudiants, des vrais étudiants, majoritairement qui sont là. Si vous faites un tour, même aujourd'hui, dans ces résidences, vous allez voir des tableaux où, surtout, c'est des étudiants qui sont à la face, qui sont dedans même, qui font des études tout le temps. Il y a des fois, on passe dedans pour voir comment les gens sont. Mais les couples d'enfants, les couples que j'avais vu la fois passée, je ne savais pas, j'attendais, mais je n'ai jamais vu un couple. C'est la fois passée que j'ai vu où des gens même fait 3 enfants et sont dans ces résidences universitaires. Vous êtes en insécurité et en tant que responsable étudiant, vous devez travailler à assurer au moins la sécurité, à informer quand même vos pairs étudiants. Maintenant que le problème est évoqué, comment on peut trouver des solutions? Et je pense que Franck a commencé par indexer un peu les autorités en charge de la gestion de l'université. Moi, je pense que la question de la sécurité, on ne va pas aller sur une conférence nationale des étudiants pour chercher à trouver des pistes de solutions. Non, on doit pouvoir trouver une solution. L'État a véritablement son mot à dire. Quelle solution on devrait trouver là? Je veux bien l'écouter, William, sur... Déjà, il faut être ferme. Oui. Il faut être véritablement ferme sur le fait que le campus, par principe, est d'abord un lieu de savoir où des étudiants viennent étudier. Pas plus, pas moins. Ce principe reste toujours d'actualité. Oui, mais s'il y a des défavorisés qui n'ont pas pu avoir accès, par exemple, aux résidences universitaires, comment les attributions, nous savons comment ça se fait. Il y a un processus, n'est-ce pas? Il y a un processus pour attribuer les cabines et puis tout ça. C'est à des étudiants qu'on les attribue. Oui, Pas un couple, pas une famille. Et donc, oui, on viendra sur cet aspect où l'État doit davantage construire des infrastructures. Et pour avoir échangé il n'y a pas si longtemps que ça avec Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, c'est une question qui est sur la table. Mais si le peu qui est là est mal géré, ça pose un problème. Alors, on va écouter William qui est au téléphone. William, vous avez suivi la réaction du responsable étudiant. Ça vous inspire quoi? Malheureusement, je n'ai pas, en raison des questions de liaison technique, je n'ai pas pu entendre amplement la réponse. Il dit qu'il n'est pas très informé, en tout cas, de la présence de certaines personnes sur le campus. Par contre, pour les couples, oui, il en entendait parler, mais il n'a vraiment pas accordé grande importance à cela. Bon, je lui concède son observation, mais je suis un peu dérangé par l'optimisme affiché de Eric. On parle de 94 000 étudiants en 2021-2022. On parle d'environ 4 000 résidences universitaires. Et vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui deviennent étudiants sont des gens qui ont été au secondaire. Et depuis les secondaires, déjà, il y a des arrêtés ministériels qui ont interdit depuis quelques années les journées culturelles. Ce n'est pas forcément quand on devient étudiant qu'on développe des vices. Et ne l'oubliez pas, à l'université, l'étudiant échappe au contrôle parental. Et quand il y a ce monde fou, quand il y a autant de personnes, je suis même tenté de vous dire et de vous rappeler que c'est dans les écoles où les formations sont assurées par l'État pour les boursiers ou à grands frais par les parents, c'est dans les écoles parfois qu'on découvre certains vices les plus crapuleux. C'est pour dire qu'en réalité, il est très sévère ce matin, et qu'on a la fougue juvénile, qu'on a envie de démontrer, l'étudiant parfois fait des choses ou prend des décisions, commet des actes qui échappent non seulement au contrôle parental, mais parfois à la vigilance des autorités universitaires. Parce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, le Centre des œuvres universitaires et sociales n'a pas les moyens de contrôler ce qui se fait dans chaque résidence universitaire. Comment? Et pourtant, il y a des démembrements, il y a des directions, il y a des démembrements au niveau de la structure qui pourraient avoir à chaque aspect de... Il y a tous ces responsables des chefs bâtiments, des chefs cités. Mais ce qu'ils savent assurément, ils savent
universitaire. Mais ils ne savent pas toujours, dans les 7 jours d'une semaine, qui a passé une nuit dans une des résidences ou pas. Parfois, par amitié, on est obligé d'accueillir un autre camarade étudiant en difficulté à qui on donne la chance de passer la nuit. Parfois... William, on va donner la parole au responsable étudiant à nouveau, Alexis Rouillot, qui est avec nous. On sait que quand même les étudiants ils sont très bien organisés, avec beaucoup de structures, même si on les a interdits par la suite, chargés même de la sécurité au sein du campus. Comment est-ce que vous avez tout cela et vous n'arrivez pas à accompagner les étudiants? On accompagne les étudiants. La résidence qui a été déguerpie actuellement, c'est pas une résidence habitable, c'est un bâtiment inachevé. Et vous voyez des gens là et ça ne vous dit rien? Non, bon, la majorité qui sont dedans, comme je l'avais dit, c'est des étudiants qui couchent des couches défavorisées. Ouais, quand on attribue les résidences universitaires, et majoritairement n'arrive pas à trouver les résidences, il y a d'autres même, on les aide à payer même les loyers. Vous voyez, nous aussi, nous sommes les étudiants, et il faut un minimum pour pouvoir payer les loyers à Calavi. Vous comprenez? Donc, quand les étudiants viennent, et quand vous allez sur le campus, et vous rentrez dans une résidence, même si malgré que c'est un bâtiment inachevé, ils seront 4, 5, voire 6 dans un seul bâtiment. C'est ce qui a fait qu'ils atteignaient 300 étudiants les jours-là. Et là, la police avait dit qu'ils avaient trouvé des armes. L'arme qu'ils ont trouvée, c'est un ancien agent de sécurité. La personne fut agent de sécurité dans une structure. Donc, quand il a laissé les boulots, il n'a pas rendu les armes. Donc, il a emporté, c'était minote et gaz de lacrymogène. C'est ça les armes dont on parlait. Oui, alors, moi, je voudrais dire que les responsables d'étudiants, ils ont fait un peu dans le laxisme, parce que là, si vous remarquez qu'il y a des gens qui sont venus, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez informé qu'il y a des gens qui sont venus s'installer et qui ne sont pas étudiants. Alors, si vous savez cela, sur bien des questions, on voit un peu votre ténacité, votre ardeur à les résoudre, vous auriez pu faire un point au recteur ou à qui de droit pour leur dire attention, nous avons remarqué des personnes étrangères sur notre territoire, il faudrait prendre les décisions, il faudrait agir pour éviter cela. Parce que lorsque des situations vont subvenir, des crimes qui vont être commis, des délits, des infractions vont être commises, c'est que pour les besoins de l'enquête, vous pouvez vous trouver embarqué dans ces procédures-là. Donc moi, je pense qu'à leur niveau, ils doivent faire un travail pour aider les autorités. Le recteur qui est dans son bureau là-bas, le responsable du cours ne peut pas tout voir, même s'il y a des démembrements des structures sous tutelle de ces directions-là qui puissent faire le travail, il ne peut pas tout voir. Par contre, vous êtes dans la masse, vous êtes dans les rangs des étudiants, et vous avez la possibilité de vérifier. Donc, moi je pense qu'il faut vous organiser pour faire un état des lieux présenté au recteur. Par le passé, on avait la police universitaire, le code, etc., qui quand même essayait d'aider à la sécurité sur le campus. Désormais, c'est interdit. Comment vous débrouillez-vous? Maintenant, c'est vraiment compliqué, mais on gère à notre manière en tant que responsable étudiant. Comment vous faites? On descend seul. Bon, avant d'être police universitaire ou code ou bien brigade rouge, on est tous des étudiants. Bon, on se gère comme ça. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'est interdit maintenant, non? Oui, c'est interdit, absolument. Oui, c'est interdit, oui. Il n'y a plus de services de sécurité. Oui. Nous-mêmes, nous gérons. Parce qu'à un moment donné, on est rentré dans un désordre où on a des étudiants qui, sous prétexte, qui sont membres d'un groupe de sécurité, je n'ai pas envie de dire armée de sécurité, mais se comportent vraiment un peu comme des Django sur les autres étudiants sur le campus. On a les motivations justement qui ont amené le gouvernement à prendre ces décisions. Alors, pour revenir un peu à ce que William évoquait tout à l'heure, si aujourd'hui, encore que les chiffres évoqués, déjà on a des doutes sur qui est étudiant et qui ne l'est pas. Donc si on tamise véritablement et qu'on veut, comme l'a suggéré Franck, on mettait sur pied rapidement une commission pour tamiser véritablement, toiletter le visage de tous les étudiants, pour avoir véritablement déclare de qui est étudiant et qui ne l'est pas. Peut-être on va se rendre compte qu'il y a un nombre important de personnes qu'on va dégager.
et on va mieux utiliser à cet effet les cabines, n'est-ce pas, pour les étudiants. Moi, je pense qu'il y a véritablement un travail à faire, à la fois avec vous, les fêtiers des étudiants, qui doivent remonter des informations de tout ce que vous voyez d'anormal à vos autorités. Il faut le faire de façon régulière, n'est-ce pas? Autrement, vous serez là, comme tu l'as dit, un matin, la police va descendre et puis fera son travail. Encore que la police n'a pas à solliciter une autorisation, n'est-ce pas, pour faire son travail. Les franchises universitaires, ils ont des informations, ils ont des informations sur lesquelles les universitaires, à côté de la sécurité de ces étudiants, qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, cela dit, moi, je pense que la question doit être reversée au niveau des autorités en charge de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, l'université d'Abomey-Calavi est devenue beaucoup trop petite pour contenir le flux d'étudiants qui viennent là. Vous savez que à l'université de Parakou, il y a peut-être ce genre de problèmes qui se posent, mais les gens, tout le monde préfère parfois venir s'inscrire sur l'université d'Abomey-Calavi. Pourtant, il y a un travail de décentralisation, de déconcentration qui se fait avec la création d'universités. Moi, je pense qu'il faut commencer par réfléchir à construire à identifier un autre site et construire de nouvelles infrastructures. Sinon, d'ici à 10 ans, 15 ans, on aura trop de problèmes à gérer à l'université d'Abomey-Calavi. Moi, quand je vais sur le campus et je vois les étudiants, je vois les salles de cours, les amphithéâtres. D'ailleurs, on est allé récemment où même les commodités ne sont plus réunies aujourd'hui. Des étudiants qui font cours et qui sont accablés de chaleur. Oui, sur des briques, ça ne date pas de aujourd'hui. Il faut faire des projections en même temps pour régler ces problèmes d'ici peu. Oui, Alexis, un mot sur les conditions d'études sur le campus. Vous voyez, au Bénin, les conditions de vie, les aidants nous l'ont dit, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. Les étudiants vivent les pires au Bénin. Le pire carrément. Oui, les pires. Parce que nous voyons chaque jour où l'autorité rectorale ou ministérielle construit chaque fois des bâtiments sur le campus, mais ce n'est jamais des amphithéâtres, mais rien que des blocs administratifs. C'est là où logent les autorités qui cherchent à construire. Mais là où les étudiants, ceux que les étudiants veulent encadrer, les autorités veulent encadrer, vont les rester, nos autorités ne pensent pas à ça. Depuis que moi j'ai le bac, les seuls bâtiments que j'ai vus et ils ont ouvert devant moi, c'est les bâtiments Géro Amoussouga et Jean Priya. C'est fini. Alors on a construit quand même, comment ils appellent l'espace réservé aux enseignants là. On a construit quand même aussi d'autres bâtiments qui sont quand même dédiés aussi aux cours sur le campus. Quel bâtiment? J'ai cité quelques-uns maintenant. J'ai l'impression que pour vous, rien n'est fait justement pour permettre le déroulement normal des cours. Et pourtant, il y a quand même une politique de construction des bâtiments sur le campus. Oui, politique, bon, je vais dire, les seuls bâtiments qu'ils ont construits, c'est un bâtiment qui est destiné aux étudiants de l'allemand, qui contient au plus 50 places ou bien 40 places. Ça ne règle pas encore le problème des étudiants. Ça ne règle peut-être pas encore le problème des étudiants. Mais aujourd'hui, il y a une dynamique, n'est-ce pas, qui est affichée de l'État et qui vient véritablement au secours des étudiants, au secours de toutes les questions qui se posent aujourd'hui sur nos universités. C'est clair que ce soit sécurité, transport, hébergement, les amphis, sur chaque question, il y a des efforts à faire. Sur la base justement de ce qu'aujourd'hui, nous observons que l'effectif des étudiants évolue. Et par rapport à ça, il faut anticiper sur ce besoin-là. Ok. Alors, partant de là, comment nous devons travailler? Ou vous devez travailler en collaboration avec les autorités à la fois ministérielles, mais aussi au niveau du rectorat, pour davantage sécuriser. Parce qu'aujourd'hui, là, on peut comparer l'université à une poudrière, où est-ce que vous n'exagérez pas on retrouve des armes aussi. Écoutez, on a parlé je crois qu'il a donné la nature des armes retrouvées. C'est sa position. Sa position. On n'a pas encore fait un inventaire, c'est sa position à lui. Eric, même répondre pour quelque chose, votre première intervention. Elle dit c'est au temps du gouvernement de Patrice Talon que l'enseignement supérieur est délaissé. Vous voyez, depuis qu'il a pris le pouvoir, il fait des choses dans le pays, je ne refuse pas. Mais l'enseignement supérieur,
il n'a pas encore fait quelque chose. Qu'est-ce que vous attendiez? Aujourd'hui, vous avez je vais commencer par là. Quand vous prenez par exemple le décret du 10 mars qui totalise les allocations universitaires, c'est ce décret qui amène la paresse aujourd'hui. Avant, quand tu as 11 mois, tu travailles, tu as 11 mois, tu es secouru. Quand tu as 14, tu es boursier. Mais aujourd'hui, on vous dit, même si tu as 10, tu peux être boursier. Là n'est pas le problème. Avant, si c'était avant, par exemple, moi je suis étudiant en droit. J'ai pris ma filière par passion. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, quand tu as le bac, tu es obligé de prendre les guides d'orientation et voir quelle filière tu vas prendre et être boursier ou être secouru. Parce que ça, c'est fait maintenant en fonction des notes. Si jamais tu prends une matière, même si tu as 14 et moyenne, et que tu n'arrives pas à travailler dans les 3 matières que le gouvernement a choisi pour cette filière, sache que tu n'auras rien. Et c'est ça qui conduit souvent les autorités. Il y a un téléspectateur qui dit il y a des étudiants qui ont fini depuis 2010, 2014, 2015, qui sont encore là parce que juste ils veulent être des responsables de Radio Univers, ou responsables de FNEB, ou responsables de ceci, et ils s'inscrivent indéfiniment en sautant de filière en filière, de faculté en faculté. Les étudiants carriéristes. Oui, carrément. Justement, ça c'est encore notre aspect où on fait carrière envisagée étudiant. Alors, si le gouvernement établit les critères pour avoir accès aux bourses et puis tout ça, il revient à l'étudiant de s'appliquer, n'est-ce pas, pour avoir la moyenne qu'il faut, n'est-ce pas, pour avoir accès à ça. Il faut travailler. À part ça, c'est l'élève. Les élèves ne connaissent rien. À part ça aujourd'hui, et ça tu me dis, enfin tu diras pas le contraire. Il y a aujourd'hui une plateforme numérique qui est mise à votre disposition. Et ça a accéléré le traitement de vos dossiers. Avant, pour avoir accès à vos bourses, là, mais écoutez, ça met du temps. C'est des mois sur des mois. Mais aujourd'hui, pour ce que je sais, à peine on clôture l'inscription et dans le même mois déjà, vous commencez par toucher. Non. Vous commencez par toucher. C'est cette année ils ont fait l'exception, mais oui, c'est encore une déception. Est-ce que c'est un fait? En quoi est-ce que c'est un défaut? Jusqu'à l'heure actuelle, ils ont juste payé environ. On ne dit pas juste. Ils ont payé. Mais ils ont payé seulement pour pouvoir les gens. On va lui permettre de répondre. Je veux qu'on soit. Ils ont clôturé les trucs en janvier. Déjà en février, ils ont viré. Combien de personnes ils ont viré? C'est ça, il faut demander. Mais on ne va pas virer tout le monde à la fois, non? Oui, il paye 2000 personnes pour pouvoir croire aux gens qu'ils payent vite les allocations. Non, ce n'est pas encore le souci. Jusqu'à là, les étudiants au total qui sont dans le besoin. Ils sont dans 33 000 étudiants. Qui sont allocataires. Qui sont appuyés par le gouvernement. Oui. Franck, je pense que vous n'avez pas les bons chiffres. Au moins plus de la moitié ont été traités. Plus de la moitié ont été traités. Il y a des raisons à cela. Les dossiers sont traités et les étudiants sont rentrés en possession de le sous. Non. Et pour les dossiers non traités, il y a des raisons à cela. Puisque aujourd'hui, l'inscription se fait en ligne avec des pièces, des numéros qu'il faut apporter. Vous avez des étudiants qui renseignent mal. Qui ont cela bloque le processus. Oui. Est-ce que vous vous êtes rapproché auprès de vos autorités pour avoir ces raisons-là? On sait qu'il y a ces raisons qui sont dedans. Donc ça veut dire que progressivement aujourd'hui... on ne peut pas le débat entre Eric et Alexis. Aujourd'hui, je me rends compte que Eric a assez d'informations pour... Oui, il a envie de penser un peu. C'est important. Mais si je m'en tiens aux chiffres, si les chiffres avancés par le responsable d'étudiants ici présent sont justes, sur 33 000 dossiers, si on n'en vient qu'à virer que 2000, il y a un problème qui se pose. Le gap est assez... Encore que ce n'est pas vrai. Est beaucoup trop. Moi, je pense que pour qui connaît la vie des étudiants sur le campus, lorsque vous parlez, Tanguy, vous ne me direz pas le contraire. Même quand c'est le secours, vous l'avez, ça règle les problèmes pour beaucoup de problèmes. Donc moi, je pense que en dépit de cette plateforme-là qui est créée, des efforts qui sont faits, il faut faire davantage d'efforts pour satisfaire les étudiants. Parce qu'il y en a, et comme William a dit, les étudiants, une fois au campus, échappent au contrôle parental. Lorsque vous échappez au contrôle parental, vous ne pouvez plus vous loger dans la porte de vos parents. Rapidement, un mot pour finir cette discussion. Quand on échappe vraiment justement pour finir, c'est pour chuter. Quand on échappe au contrôle parental et qu'on se retrouve sur le campus, on est déjà adulte. Et quand on s'expose à des pratiques qui portent entorse au test de la République, eh bien, on va vous appliquer la loi. Oui, ça c'est clair. Si on vous arrête avec des stupéfiants, on va vous arrêter. Je vais dire, le déguerpissement des étudiants sur les campus, au niveau de l'UNICEF, nous ne sommes pas totalement contre, mais c'est l'heure à laquelle la police est venue.
agir. C'est quoi? On devrait vous demander à quelle heure vous êtes disponible pour... Si je parle de l'heure, je parle de la période. Nous sommes au bon milieu de l'année. Et je vous dis, ce n'est rien que des nos étudiants qui sont dans ces bâtiments. Il y a des étudiants. Donc actuellement, les gens dorment dans les jardins et restos, devant restos ou les jardins botaniques. Vous voyez, fallait attendre fin d'année pour pouvoir déguerpir. Et laisser les crimes. Exactement. Non, c'est pas les crimes. C'est un danger avec des étudiants et des armes du chanvre indien, c'est un danger à ciel ouvert. Non, mais ce qu'ils ont dit, je vois que vous ne comprenez pas ce qu'ils ont dit. Ce que moi je comprends, c'est que tu banalises un peu la question de sécurité. Non, c'est pas que je banalise. C'est que sur la question de l'insécurité sur le campus, ils n'ont pas encore détecté que c'est dans ces bâtiments que les gars sortent. Donc, au bon milieu de l'année, certains sont délaissés. Bon, ils seront obligés de rentrer au village. Comment ils pourront continuer les études universitaires? Si j'étais à la place du gouvernement, j'allais attendre août. À la place de la police. Le gouvernement n'a pas envoyé quelqu'un là-bas. La police ne viendra pas sans autorisation. Alors la police se saisit quand elle sent que quelque part il y a des actes d'insécurité. Je crois que c'est ce qu'elle a fait. Elle vous a rendu visite à ce sujet. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de transition de l'UNICEB. C'est l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin. Merci d'être passé. Chers messieurs, merci à vous. Merci. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps d'installer notre invité.